spécialisé en retail quoi? Expérience. Retail expérience. Bonjour à tous, cette semaine nous sommes avec Rémi Ledruinec, cofondateur d'Héroïne, agent spécialisé en expérience retail. Bonjour Rémi. Bonjour à tous. Encore une fois, on fait cette vidéo en face à face. Je sais pas jusqu'à quand on pourra les faire comme ça. On va peut-être être obligé assez vite de les refaire complètement en live à distance, mais c'est vrai que c'est quand même assez sympa de pouvoir se parler directement. Ça fait un échange qui est quand même plus fluide que à travers nos interfaces interposées. Tu veux nous dire quelques mots pour te présenter et présenter ton agence? Ouais. Donc, je m'appelle Rémi. Ça fait 12 ans que j'évolue dans l'univers des agences de design et principalement de retail design. Et j'ai décidé l'année dernière de fonder donc Héroïne, qui est spécialisée en expérience client en point de vente. Et donc l'idée, c'est de développer des concepts d'expérience client en magasin pour donner des raisons aux clients de revenir en boutique. Super. Bonjour à tous. Si jamais vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on aborde particulièrement, n'hésitez pas à le dire dans le chat. N'hésitez pas non plus à vous présenter. Je vois Nero qui m'avait dit qu'il serait là et qui est là. Bonjour Nero. Ça me fait plaisir de vous revoir tous cette semaine. Et puis, pour une fois, et c'est vrai que c'est pas si souvent, on va parler d'autre chose que de digital, avec du physique. Et moi, je voulais commencer effectivement avec, vous le savez, très bientôt, le livre Acquisition Strategy Design va sortir. On y parle de online et de offline, on y parle d'inbound et d'outbound. On a vraiment cette vision systémique de l'acquisition, des parcours d'achat. Donc, ça m'intéresse qu'on puisse commencer le sujet avant que tu nous présentes ta méthode HX, qui est la méthode sur laquelle vous travaillez au sein de l'agence, de parler de l'importance du parcours d'achat et comment ce parcours d'achat se traduit en magasin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'intégrer avec des approches digitales? Comment on s'assure aussi de sa continuité d'avant le magasin, pendant le magasin, après le magasin aussi. Un peu cette vision aujourd'hui très intégrée du parcours d'achat, de l'amont jusqu'à l'achat avec ce passage en magasin. C'est même d'ailleurs le principal enjeu aujourd'hui, c'est de plus forcément réfléchir à la visite en point de vente, mais de se dire qu'est-ce qui a précédé à la visite et surtout derrière, comment on garde le lien, le contact avec ce client-là. Donc, c'est très important de savoir comment sont venus nos clients jusqu'à notre boutique, par quels moyens, quel point de contact la marque a eu avec ses visiteurs ou ses clients avant d'entrer en boutique, parce que forcément, les attentes ne sont pas les mêmes en fonction de mon niveau de connaissance de la marque. Donc, déjà, d'identifier quels sont les différents canaux qui les ont permis de venir, c'est très important pour pouvoir adapter le parcours et l'expérience en boutique. Pendant l'expérience en boutique, aujourd'hui, bien évidemment, plus que jamais, on réfléchit à la façon dont le digital peut nous permettre de contourner des contraintes ou en tout cas des craintes liées à ce qu'on vit d'un point de vue sanitaire. Donc, on parle de parcours contactless, comment on peut toujours proposer des découvertes produits sans prendre de risques. Donc là, le digital et notamment le smartphone avec le grand retour du QR code va nous permettre justement de donner à la fois de l'information et de pouvoir faire une première découverte sans même toucher. Et puis derrière, on travaille beaucoup sur les raisons de revenir ou en tout cas de rester en contact. Quels vont être ces points de rendez-vous que l'on donne aux clients? Et c'est des points de rendez-vous physiques, mais ça peut aussi être par l'intermédiaire des messageries instantanées, comment le conseiller va pouvoir fidéliser son client et lui envoyer des nouveautés, des sélections d'offres targetées à travers un échange qui est plus personnel que peut-être une newsletter à travers laquelle on se sent peut-être moins concerné. Et sur, on connaît assez bien les mécaniques de fidélisation. Alors effectivement, on a beaucoup de SMS, on a des emails. Maintenant, tu parles de messagerie instantanée. Mais sur la partie en amont, comment vous travaillez le fait de savoir par où il est venu, comment il vous connaît, comment vous êtes capable de faire cette passerelle-là? Alors, soit la marque, elle, a de la data et peut nous permettre de retracer ces parcours-là. On fait beaucoup d'audits de terrain, c'est-à-dire qu'on va poser les questions aux gens qui poussent la porte de la boutique ou aussi aux équipes de vente qui sont celles souvent qui connaissent les mieux les clients de la marque.
pour se renseigner sur le niveau de fidélisation. Est-ce que on a des clients récurrents? Est-ce que c'est plutôt des nouveaux clients? Comment ils ont connu la marque? Et puis, il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui nous permettent de savoir comment les shoppers construisent leur parcours, l'importance des réseaux sociaux dans parfois leur venue en boutique. Donc, en fait, c'est finalement le rassemblement de toutes ces informations qui nous permettent de dresser des portraits types de ces personas. Donc, on n'est pas sur du one-to-one de façon précise, on est plutôt encore sur des logiques agrégées de masse et de compréhension des parcours. C'est ça. Et est-ce qu'il y a cette logique aussi de suivre l'évolution, par contre, toujours dans une logique agrégée, mais de se dire, tiens, en ce moment j'ai un pic et c'est à cause de ça, ou j'ai une baisse, c'est peut-être à cause de ça. Est-ce que cette évolution-là, alors je comprends qu'on n'ait pas une photo personne par personne, parce que ça voudrait dire traquer chacun et avoir de la data qu'on récupérait de façon pas encore facile à récupérer, mais est-ce que on a cette capacité par contre de suivre l'évolution du trafic et des sources de trafic de façon hebdomadaire ou mensuelle? Alors c'est vrai que le retail est assez en retard par rapport au digital sur la façon de pouvoir retracer les parcours. Donc nous, ce qu'on propose à nos clients, c'est de mettre en place des KPI qui, au-delà du quanti, vont nous permettre d'avoir une approche quali sur les clients, la façon dont on parle du partage de l'expérience, les hashtags notamment sur les réseaux sociaux nous permettent de voir le niveau d'engagement de ces clients semaine après semaine. Donc après, c'est bien évidemment la marque qui décide ou pas d'enclencher ces KPI, mais aujourd'hui, on a suffisamment de marqueurs qui nous permettent de cibler assez précisément la façon justement dont se comportent les clients, les acheteurs, et de pouvoir adapter les dispositifs en fonction de ces évolutions-là. D'accord. Donc on a vraiment une expérience magasin qui évolue beaucoup plus vite qu'avant, d'une certaine façon. Il le faut, parce que sinon, il y a une telle déconnexion entre les attentes des clients aujourd'hui et ce qu'ils peuvent vivre en physique, que le magasin est de toute façon obligé de se mettre sur ce rythme que le digital a un peu imposé, de manière à pouvoir y répondre et surtout avoir une proposition de valeur qui soit suffisamment séduisante pour continuer à faire venir les gens. Comment, par exemple, on traite le fait qu'à un moment donné, une influenceuse ait décidé de porter telle robe, ce qui va donner peut-être un élan d'enthousiasme par rapport à cette robe. Comment on crée les passerelles pour réapprovisionner la robe, la remettre en vitrine, enfin, toutes ces mécaniques-là sont un peu mises en place ou pas tant que ça? Peu de marques aujourd'hui le font parce que ça nécessite une force de frappe et surtout une réactivité immédiate. Nous, on croit aussi beaucoup aux communautés locales. Alors, c'est vrai que tu peux avoir une influenceuse internationale et dans ce cas-là, toutes les boutiques vont demander le même produit. Mais on croit de plus en plus aux influenceurs, mais qui peuvent être même des clients qui se transforment en ambassadeurs et qui vont faire que dans un magasin particulier, il va y avoir un produit publicité parce qu'il aura été relayé par la communauté locale. Et ça, on y croit beaucoup et on pousse beaucoup nos clients à travailler sur ces communautés locales de manière à pouvoir fédérer autour des points de vente qui sont ancrés dans leur quartier ou dans leur ville et aussi adapter l'offre en fonction de cette communauté locale. Ouais, c'est super intéressant. Et comment vous créez ce type de communauté locale? Comment le magasin peut servir de relais à ces communautés? Alors les réseaux sociaux, on pense vraiment que les équipes dans les boutiques ne doivent plus être des vendeurs de produits. Donc il va falloir qu'ils puissent s'occuper aussi du management de peut-être la boutique d'un point de vue social. On pense beaucoup aussi au fait que avant de me déplacer, je vais voir sur Google les avis. Est-ce que l'équipe de la boutique en question répond aux avis? Est-ce que je comprends pourquoi peut-être il y a des mauvaises recommandations, etc. On pense vraiment qu'il faut que ces ambassadeurs de marque soient en interaction avec les clients, au-delà même de la simple démonstration produit, et puissent aller à la rencontre de cette communauté, soit à travers les réseaux sociaux en développant du contenu in-store et en le relayant sur les réseaux de la marque, mais aussi en adressant les commentaires, les questions qui peuvent être émises par les internautes sur ce point de vente en particulier et faire la démonstration qu'une réponse est apportée, en tout cas est prise en compte dans la démarche. Ouais, je trouve ça super intéressant ce que tu dis sur les vendeurs parce que
très souvent avec nos clients, moi j'ai jamais été à l'aise de faire du community management à la place de mes clients, surtout quand c'est des clients retail, parce que quand tu es loin du point de vente ou quand tu es loin de l'entreprise, ton community management est quand même hyper désincarné, et je trouve que c'est hyper dur à faire et que c'est pas très intéressant et que en tant qu'agence, t'apportes pas beaucoup de valeur ajoutée. Moi, ce que j'entends et ce que je trouve hyper intéressant, c'est de dire que ça doit faire partie de la formation des nouveaux vendeurs, que d'être un peu community manager, capable de faire des jolies photos, capable de répondre aux avis, capable de poster des trucs un peu sympathiques. C'est pas compliqué non plus. Community management, c'est pas du rocket science. On en a trop fait un truc où c'était un métier à part. Mais je trouve ça vachement plus riche et ça vient réellement enrichir le métier de vendeur en lui disant qu'il n'est pas que vendeur quand il y a quelqu'un qui rentre dans la boutique, il est vendeur sur les réseaux sociaux, y compris pour faire venir des gens, pour animer sa communauté et la communauté des acheteurs. Exactement. Je trouve ça vachement intéressant. Et je pense que c'est aussi la transition du retail demain, c'est les profils à aller chercher pour justement animer ces points de vente seront plus forcément ceux qu'on cherchait jusqu'à aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'initiatives. Les Galeries Lafayette sur les Champs-Élysées sont allées chercher des profils issus de la mode. On a House of Showfields à New York qui ont pris des acteurs ou des comédiens pour faire vivre les histoires de marque, parce que c'est ça en fait, c'est faire vivre des histoires en point de vente et plus seulement vendre. Et donc ça veut dire que forcément le training des équipes doit être revu en profondeur. Ouais, c'est super intéressant. Vous en pensez quoi de votre côté? Moi, je trouve que c'est la première fois que j'entends ça. Je pense que je suis pas baigné dans le monde du retail, parce que tu l'as pas inventé nécessairement, mais je trouve ça hyper intéressant. Et je trouve vraiment que ce métier de community manager doit pas être un métier à part de freelance ou d'agence, mais doit être vraiment accaparé par les gens qui sont dans la marque et dans les entreprises. Oui. Comme un agent immobilier doit être son propre community manager, comme et je vois qu'il y a Marc qui travaille pour des agences locatives, comme effectivement un vendeur en magasin, il n'y a pas de raison qu'il assure pas le community management du point de vente avec ses responsables, qu'il y ait une organisation qui se mette en place, puis ça rendra quand même vachement plus intéressant ces métiers-là. Exactement, et c'est vrai que c'est aussi se reposer la question de quels sont les assets du retail versus le digital pour que la marque puisse aussi exploiter les forces de chacun. Et à notre sens, le principal asset du retail, c'est l'humain. C'est-à-dire que, à la différence de ce que je peux faire en ligne, là, j'ai de vrais gens en face de moi. Et ces gens-là, il faut les utiliser du mieux que l'on peut. Et c'est donc leur donner aussi en main des outils pour entretenir cette relation humaine, la faire vivre, la renouveler et surtout l'adapter aux besoins locaux parce qu'on croit beaucoup à cette implantation locale que nous permet le retail. On est au plus proche de nos clients et il faut aussi prendre en compte les contraintes locales, les envies locales d'une culture, d'une ville et ce qui permet aussi d'être dans la proximité du client, ce qui est moins peut-être évident quand on réfléchit à une stratégie plus globale d'image sur d'autres canaux. Ouais, super intéressant. Est-ce que tu sais s'il y a déjà des formations pour vendeurs qui intègrent cette dimension sociale? Non, je ne sais pas si aujourd'hui ces formations existent. En tout cas, je sais que des acteurs ont proposé soit des nouveaux profils, comme je le disais juste avant. Donc, je pense qu'il y a eu forcément de la formation pour pouvoir aussi les recadrer dans ce contexte marchand. Mais j'ai pas connaissance d'une formation particulière. Ouais, parce que tu vois, nous on est en train de construire notre offre de formation et je me dis tiens, mais là il y a un vrai truc à faire quoi. Je pense qu'il y a une opportunité. Et les marques vont être demandeuses de vendeurs qui savent faire autre chose que bien accueillir le client en magasin, qui savent assurer ce relais social. Et ce sera tout de suite beaucoup plus riche, beaucoup plus de proximité. Si c'est fait en magasin, avec des photos du client, qu'on prend ensemble, une fois qu'il est content, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire à distance, soit au sein de la marque, soit au sein du, soit par une agence ou un freelance qui n'est pas en boutique, quoi. Oui, puis après, tu as une force de frappe qui est démultipliée. Bien sûr, parce que chacun à son niveau va pouvoir être le relais. Et du coup, c'est vrai que créer des micro-communautés, c'est ça. faire ce que tu disais d'un point de vue local, je trouve ça hyper riche et hyper. Ça fait un petit tilt dans ma tête. Bon, très bien. Qu'est-ce que nous dit Bénédicte? Tout à fait d'accord, mais le community management est chronophage et c'est souvent le premier frein avec la gestion de la e-réputation qui inquiète. Ah oui, alors c'est vrai que c'est chronophage. Alors moi, le propos n'est pas de dire qu'on doit remettre tout ça dans les mains de n'importe qui,
Mais aujourd'hui, force est de constater que la plupart du temps, en tout cas, et moi je fais beaucoup de visites magasins, on trouve des gens, enfin des vendeurs, des vendeuses qui attendent derrière le comptoir que le client pousse la porte. Enfin pour eux, c'est pas non plus sympa de passer toute sa journée à attendre que quelqu'un rentre. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir leur redonner une fonction, de revaloriser en interne ces équipes-là. Et puis pendant tous ces temps morts, finalement, la semaine où on a très peu de trafic en boutique, comment on peut switcher sur d'autres activités. Mais bien évidemment, la priorité reste la gestion du flux rentrant dans la boutique. Mais c'est vrai que d'expérience, il y a beaucoup de moments où ces équipes-là seraient ravies, je crois, de faire autre chose. Moi, vous le savez peut-être, et tu le sais pas, toi, parce que j'ai créé une boutique de bijoux en 2002. Et une marque de bijoux, c'est une marque qui s'appelle Litchi. Jusqu'à 2010, on avait une boutique physique et il m'arrivait de la tenir. Et c'est vrai que tu as quand même énormément de temps mort. Donc effectivement, quand il y a plein de clients, bah, tu dois faire attention, tu dois encaisser, tu dois conseiller, etc. Et puis, tu as quand même beaucoup d'heures dans la journée où tu t'ennuies, où t'es géant, donc tu as le droit de passer ton temps sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Quand t'es employé, bah, t'as pas le droit. Et effectivement, je trouve que décentraliser la fonction de community management, avoir même dans la boutique plusieurs personnes qui la partagent, bah, ça rend la fonction aussi moins chronophage parce que on la découpe en petits bouts. Exactement. Et plus incarnée. Donc non, je trouve ça top, moi. Michel Chou, absolument intéressant. Allez-vous faire un livre là-dessus? On en parle avec Rémi. Moi, je suis convaincu qu'il a matière à faire un livre qu'on serait ravi d'éditer. Mais on a temporisé. Pour l'instant. On y pense, mais pas pour tout de suite. Je te propose maintenant, après cette super intro qui montre vraiment, enfin moi ce que je trouve hyper intéressant, c'est des passerelles qu'il y a entre le on et le off, et avec et ça c'est vraiment ma conviction, cette réflexion qui doit être transverse à l'ensemble des canaux, à l'ensemble des supports, à l'ensemble des spécialités, pour s'assurer que le parcours d'achat soit le plus fluide possible et que les clients puissent y progresser plus naturellement. Et là, tu montres vraiment un exemple de digital physique avec les vendeurs qui participent au community management et donc on décloisonne les métiers. Exactement. Moi, je suis complètement aligné avec ça et je pense que c'est l'avenir du marketing que de penser cette transversalité, de penser cette façon systémique. Donc merci beaucoup. On attaque sur ta méthode HX. En quelques mots, qu'est-ce que c'est la méthode HX? Qu'est-ce que ça veut dire HX? Et puis après, je sais qu'il y a 5 piliers dans la méthode, donc on pourra les détailler un par un. Donc la méthode HX, alors pourquoi déjà une méthode? Parce que je me suis rendu compte que beaucoup moi je suis très fan de méthode. J'ai lancé l'Acquisition Strategy Design, je ne peux qu'encourager les agences à créer leur méthode. C'est vrai, c'est un super outil de différenciation. Et c'est une façon de bien structurer sa vente parce que tu ne vends plus une idée, tu vends une démarche et que ça permet d'être beaucoup plus efficace commercialement. Donc je ne peux que t'encourager à bien formaliser cette méthode et à l'écrire un livre. alors la méthode HX, donc HX Holistic Experience. L'idée, c'était de se dire que aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'expérience client. C'est un peu un mot, alors déjà à la mode, mais un peu fourre-tout. Et donc, on s'est dit que c'était indispensable de redéfinir l'expérience client. On a cherché à en définir les composantes majeures et surtout comment on allait pouvoir activer chacune de ces composantes dans le parcours de manière à ce que on propose un parcours et une expérience la plus riche et complète, de manière à adresser les différents par profil qui pousse la porte d'une boutique. L'objectif de cette méthode, c'est qu'elle puisse proposer des parcours différenciés parce qu'on a autant de parcours clients que de clients qui rentrent dans la boutique et comment on met en place des dispositifs suffisamment agiles pour pouvoir apporter satisfaction et réponse aux gens qui viennent nous voir. D'accord. En magasin. Donc, je commence la méthode. Donc, on a travaillé... Il y a juste, tu nous as pas dit HX. Holistic Experience. Bravo. Donc le premier pilier, c'est l'immersion, c'est on va dire le pilier plus évident, ce que font la plupart des agences de retail design, c'est retranscrire les codes d'une marque en retail. Tu veux qu'on utilise tes slides ou pas? Peut-être. Hop. Est-ce qu'il start? Ce sera peut-être plus simple.
Alors, faut qu'on se resserre, nous, pour que, ou que toi, tu ailles sur la caméra. Moi, je reviendrai, mais si tu vois, on te voit là. Hop. Et donc, c'est là pour faire next. Voilà, donc ça, c'est la première étape, le premier pilier de l'expérience, c'est pouvoir faire vivre une expérience à toutes les personnes qui poussent la porte de ma boutique. L'objectif pour la marque, ça va être d'impacter la mémoire du visiteur et donc on va activer les codes de la marque, son ADN, son positionnement. On va en définir des codes retail de manière à pouvoir avoir un univers, une atmosphère qui incarne l'histoire de la marque pour que le visiteur soit complètement immergé. Bon, donc ça, c'est ce que font toutes les bonnes agences de retail design. C'est pour ça que à ce pilier-là de l'immersion, on va rajouter le pilier de l'usage, qui est donc notre deuxième pilier. Le pilier de l'usage, l'expérience de l'usage, c'est faire en sorte que chacun se fasse sa propre expérience. Ça va nous permettre de favoriser la conversion du visiteur en client. Alors comment et pourquoi? On va travailler sur l'ensemble des points de contact et on va identifier quels sont les points de friction dans le parcours de manière à pouvoir travailler ces points-là et les faire disparaître. On va aussi travailler sur des parcours clients différenciés et adaptés. C'est ce que je te disais à l'instant. On a longtemps parlé du parcours client et on avait tendance à dire il va d'abord aller là, puis là. En fait, aujourd'hui, les gens vont où ils veulent et en fonction du client qu'on a, soit un prospect ou un client fidèle, il ne va pas forcément aller choisir le même produit ou la même zone. Donc, c'est se dire comment… Si on est chez Ikea, on ne va pas tellement là où on veut. Oui, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on se rend compte que… Alors, il y en a qui adorent, mais c'est segmentant parce qu'il y a des personnes qui détestent qu'on leur impose un parcours. Alors, on a ces portes qui nous permettent de couper le trajet, mais c'est vrai que aujourd'hui, on recherche aussi, même si le modèle Ikea est un succès mondial, hein, mais de plus en plus, le fait qu'on impose aux clients un parcours est quand même de moins en moins bien vécu. Et dans les formats que Ikea développe, le premier à la Madeleine et l'année prochaine à Rivoli, le parcours est complètement libre et chacun va, même avec ses caisses autonomes, pouvoir encaisser librement. Donc on est quand même sur une ouverture des parcours et une autonomisation des parcours. Il y a une petite remarque de Marc qui dit le webinaire s'appelle Réinventer l'UX en agence physique et pour l'instant on parle de digital. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de digital en introduction, mais si tu peux donner des exemples physiques là sur ces 5 piliers, je pense que très bien. On fera plaisir à Marc. Là quand je parle des parcours, on est vraiment des parcours en boutique. Donc c'est proposer des parcours autonomes, des parcours accompagnés. Donc la signalétique va aussi permettre de pouvoir identifier où se trouve le SAV, où se trouve telle offre produit, etc. Donc c'est permettre à chacun soit de pouvoir avoir sa découverte par lui-même, soit d'identifier les endroits qu'il est venu chercher en termes de service. Et puis l'usage, c'est aussi intégrer la dimension sanitaire. C'est aujourd'hui une étape nécessaire et indispensable dans le parcours client. Et comment on intègre cette dimension sanitaire dans le parcours de manière à ce que ça soit le plus fluide possible. C'est clairement aujourd'hui une étape qui doit être intégrée sur le long terme. Ça fait partie du rituel désormais. Comment on rassure les gens sur la désinfection et les choses qui ont été mises en place en boutique. Il y a des exemples de boutiques qui ont ces cabines à infrarouge où on met les produits et en 2-3 minutes, ils sont complètement désinfectés. Donc, on est de plus en plus sur cette mise en scène de la désinfection pour rassurer les gens qui se déplacent et les inciter à justement essayer les produits. Donc là, on était sur le deuxième pilier de l'usage. Le troisième pilier, c'est l'expérience de la preuve. On pense que le retail, c'est le lieu par excellence pour que la marque ou l'enseigne nous montre qu'elle a de l'expérience dans ce qu'elle fait, dans son métier. Donc, elle va démontrer son excellence et pour ça, nous, on accompagne les marques sur la mise en scène du discours de la marque. Donc, ça peut être des manifestos, des engagements, mais pas forcément un manifesto qu'on met sur une pancarte et qu'on met au fond du mur. C'est comment je montre à mes clients de manière tangible qu'est-ce que je fais de manière très concrète pour mettre en place cet engagement. Comment, quand je dis que je suis l'expert de la literie, je fais la preuve que mon lit ou ce matelas est le meilleur. Donc, je peux aussi permettre à mon client de faire un crash test de ses produits, un crash test des engagements. Et Veja, par exemple, le fait très bien dans ses boutiques, avec la possibilité de pouvoir rapporter des baskets qui sont abîmées. Il y a un atelier de cordonnerie. Plutôt que de vous vendre une paire neuve, on vous propose de réparer celle que vous avez déjà, etc. Et ça permet de montrer que la marque n'est pas juste engagée d'un point de vue marketing, mais elle va jusqu'au bout de la démarche
en proposant des services qui sont en ligne avec son positionnement stratégique. D'accord. Ce qui nous amène à l'expérience du service. L'expérience du service, pour nous, c'est vraiment une étape indispensable de l'expérience client. Il faut faire en sorte que chacun ait une bonne expérience quand il repart de l'agence, de la boutique. Parce que, l'objectif, c'est de le faire revenir. Et puis surtout, c'est de récupérer ses datas. Il y a une étude qui a, je crois que c'était l'année dernière, qui disait que 65% des Français étaient prêts à donner de leurs data en échange d'un service pertinent. Ça veut dire que si on propose des services pertinents en retail, on va pouvoir récupérer la data de mon client, donc forcément mieux le connaître et mieux targeter derrière mes offres de services ou mes offres produits. Et donc, ça va nous pousser à implanter en magasin des rituels qui vont permettre de découvrir la marque, son offre, et surtout de proposer des services in-store qu'on va renouveler de manière à inscrire la relation client dans un temps long. L'objectif de l'expérience du service, c'est au-delà de la visite, qui est peut-être une première visite, c'est comment cette visite-là, elle va pouvoir donner envie, soit de revenir en magasin, soit d'aller sur le site en ligne de la marque, ou de s'abonner à ses réseaux sociaux pour devenir un lover de cette marque. L'idée, c'est comment on profite de ce temps de contact privilégié pour ancrer cette relation dans le temps. Et peux-tu nous donner un exemple de rituel? Alors, les rituels de service, vous en avez plein. Il y en a certains qui sont très simples. Moi, je prends souvent l'exemple d'un rituel signature qui est celui de Starbucks, et où il écrit en fait, on écrit le prénom sur ton café. Alors, ça ancre la relation dans de la proximité, parfois il y a même des blagues puisqu'ils font exprès de faire des erreurs, mais c'est surtout que lorsque vous ressortez avec un café où votre prénom est écrit au stabilo dessus, vous savez que vous étiez chez Starbucks. Alors là, il n'y a pas forcément un service dédié à ça, mais aujourd'hui, vous avez beaucoup de marques qui proposent l'accès à des services privilégiés. Ça peut être une offre de personnalisation qui est offerte si vous devenez membre de la communauté, ou une mise en avant particulière d'une sélection de l'offre que vous pourrez découvrir avant ceux qui n'y sont pas. Vous avez aussi ce qu'on appelle le distance service, c'est-à-dire tout ce que tu permets à ton client de vivre, même depuis chez lui, grâce aux différents outils digitaux. Donc en fait, le panel est très large. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette notion de rituel. Ouais. Comment tu les matérialises, comment tu fais adhérer, c'est les rituels, on est dans le religieux, donc comment tu fais adhérer ton client à ta croyance ou à tes rituels, comment tu les développes ces rituels-là? Moi, je trouve que c'est une notion assez intéressante. Alors, en fait, on parle, nous, de deux typologies de services en retail. Il y a ce qu'on appelle le service transactionnel, et là, on est lié vraiment à l'offre marchande de la marque et tout ce qui va accompagner cette offre-là. Et on a le service relationnel. Donc, en fait, tout ce que je vais proposer en plus de mon métier principal, mais qui vont être cette petite singularité. Nespresso a été pionnier là-dedans en vous offrant le café quand vous veniez en boutique. Enfin, ils le font toujours, mais ça a marqué toute une génération. C'est-à-dire que il y a 15 ans, on allait chez Nespresso en se disant on va nous offrir un café. Et ça, c'était, que vous achetiez ou que vous achetiez pas d'ailleurs, c'était une attention que la marque avait à votre rencontre. Donc, en fait, ce rituel, ça peut être un rituel de bienvenue, comme offrir un café. Ça peut être un rituel de gifting où on va vous proposer une personnalisation, une attention particulière, justement pour que vous soyez fiers du cadeau que vous êtes en train d'acheter. Tout dépend de la stratégie de la marque et surtout de ce qu'elle veut vraiment ancrer dans son rituel retail. Et donc, nous, on va travailler à quel moment du parcours on va ancrer ce rituel pour que ça soit quelque chose de propriétaire aussi par rapport à la marque. D'accord, ok, mieux compris. Le quatrième, juste là, il y a Philippe qui nous demande comment faire un essai virtuel des produits présentés en magasin. Alors, comment faire un essai? Alors, nous, aujourd'hui, on réfléchit beaucoup à la façon dont le smartphone peut devenir une télécommande du visiteur en boutique et devienne finalement une extension. Et donc, on pense qu'aujourd'hui, le smartphone peut permettre, grâce à des QR codes ou l'application que la marque mettrait à disposition, de pouvoir venir justement faire une découverte produit plus poussée
soit parce que grâce à la réalité augmentée, on va pouvoir faire défiler tout le catalogue, on va pouvoir peut-être voir avec le smartphone des modèles qui ne sont pas présentés en boutique parce qu'ils ne peuvent pas forcément tout avoir. Donc nous, on pense qu'aujourd'hui, le téléphone portable doit être intégré aux outils à mettre en place dans les parcours clients comme une extension de la main, et ça va permettre, de passer au-delà des contraintes sanitaires, mais surtout de pouvoir avoir finalement des vendeurs augmentés, puisqu'ils vont avoir une possibilité de présentation de produits beaucoup plus importante. On a longtemps cru que de mettre des tablettes et des écrans de partout, c'était intégrer le digital en boutique. En fait, non, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que, alors déjà, une fois sur deux, ça marche pas, que le contenu n'est pas vraiment renouvelé, et puis aujourd'hui, tout le monde a un smartphone dans les mains. Comment on utilise cet outil-là, personnel, pour que la marque puisse en profiter pour déployer une offre de produits ou de services plus importante. Et ça fonctionne? Ou pour l'instant, c'est vraiment du test et du tâtonnement? Alors, ça existe. Enfin, il y a des premiers exemples. Alors, le plus emblématique, c'est Burberry avec son social retail store à Shenzhen qui a ouvert en août, où toute la visite ne peut être faite qu'à travers WeChat, pardon. Donc, ça a été développé en partenariat avec WeChat pour la Chine. Donc, vous arrivez dans le magasin, vous créez votre avatar avec WeChat, et ensuite WeChat va vous permettre à la fois de pouvoir scanner les étiquettes produits et d'avoir un niveau d'information sur la traçabilité, les produits qui ont été utilisés, etc. Vous pouvez, dans l'expérience de la cabine, choisir votre playlist grâce à WeChat qui vous propose différentes playlists, etc. Donc, il y a déjà des premières initiatives qui ont été mises en place, alors beaucoup en Asie, mais qui intègrent complètement l'outil smartphone dans le parcours client. D'accord. Et ça fonctionne? Les gens l'utilisent? Alors, j'ai pas pu m'y rendre. Ça fait bizarre quand même de se balader avec un téléphone dans la boutique et on a l'impression qu'on va plus regarder le téléphone que les produits, que parler aux vendeurs, etc. Ouais. Je pense que il n'y a pas de vérité absolue. C'est-à-dire que pour le marché chinois, WeChat et le Sésame pour faire tout ce que vous devez faire dans la journée, ça a une pertinence, cette proposition-là. Et je crois que ce qu'on appelle donc le social retail, c'est-à-dire le fait que les réseaux sociaux sont finalement les nouveaux pilotes de la visite en boutique, sont tout à fait appropriés pour des marchés asiatiques. Je suis pas sûr qu'en France, aujourd'hui, on y soit prêt, tout simplement parce qu'on n'a pas l'équivalent d'un WeChat. Et il nous faut 5 ou 6 applis différentes pour faire tout ce que fait WeChat. Et puis surtout, on a un autre passé par rapport au magasin physique, et donc des attentes qui sont pas tout à fait les mêmes. Tu veux que je passe à la slide? On peut passer au dernier. Juste une question d'Eric. Les émotions clients dans le parcours de visite du client en magasin font-elles partie de votre analyse? L'émotion, c'est quand même la clé de l'expérience. C'est-à-dire que tout l'objectif d'une bonne expérience client, c'est de pouvoir, c'est ce que je disais, faire en sorte que ce soit une bonne expérience. Donc après, si la question c'est de savoir comment on peut les quantifier ou les analyser, ça, encore une fois, l'émotion, c'est pas des chiffres. Donc nous, on propose à nos clients de mettre en place des études quali qui vont permettre d'aller questionner le client sur notamment le Consumer Effort Score. En fait, on décortique toutes les étapes du parcours et on va poser la question au client sur chaque étape du parcours, à combien il évalue son niveau d'effort entre 0 et 10 sur toutes ces étapes-là. Ce qui va nous permettre déjà de voir les points de mécontentement dans son parcours et d'aller pouvoir intervenir de manière presque chirurgicale sur ce qui est estimé comme très demandeur d'effort pour justement développer des nouveaux dispositifs. Et moi, remplir un questionnaire, ça me demande des efforts aujourd'hui. Alors, et c'est vrai que j'ai le sentiment qu'on est trop sollicité sur mes avis, sur mes machins. Je sais plus qui écrivait ça, mais j'ai le bouquin pas loin, mais je suis assez d'accord avec lui sur l'idée que aujourd'hui, poser des questions, demander des retours clients, c'est mal faire son travail de service client. Alors oui, c'est nécessaire parce qu'on a besoin d'input et de data. Et en même temps, c'est une nuisance en plus ou un questionnaire en plus. Alors, il y a quelques années, c'était une vraie forme d'attention. Aujourd'hui, c'est trop systématique. Je pense que la question peut être aussi posée à un moment du parcours, c'est-à-dire pendant l'encaissement, qui peut d'ailleurs être déporté grâce à une tablette. On peut poser la question, est-ce que la visite s'est bien passée? Est-ce qu'il y a une remarque à nous faire en particulier? On travaille aussi sur des systèmes avec des puces RFID
qui nous permettent de voir, en fonction de ce qu'on va développer en dispositif expérientiel, combien de fois le produit en question va être pris, manipulé, etc. Ce qui nous permet de voir quel est l'impact d'un dispositif sur le choix du produit. Donc, c'est pas complètement la réponse à la question sur l'émotion, mais en tout cas, on voit de quelle manière on peut aussi avoir la main sur les envies du client et ce qu'il décide finalement de faire. Donc, c'est aussi une autre manière, sans intervenir, de pouvoir... Non, mais là où je te rejoins, c'est que on joue complètement sur l'émotion, et le rôle du lieu physique, c'est aussi de créer des émotions qui sont beaucoup plus complexes en digital ou par nos intermédiaires. Donc, il y a une vraie dimension émotionnelle dans tout ce que vous faites. Ouais, et puis c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure par rapport aux notations Google, on le voit tout de suite, hein, les émotions, si elles sont positives ou négatives. Alors c'est vrai que les gens ont plutôt tendance à mettre un avis quand ils ne sont pas contents, mais de l'autre côté, l'expérience du partage, nous on pense que si quelqu'un est content et a vécu un moment qu'il considère de qualité et unique, il va avoir envie de partager. Donc il va faire une story, il va poster quelque chose en disant à sa communauté ce qu'il a trouvé d'incroyable dans cette boutique ou dans ce pop-up store. Et donc, on pense qu'à partir du moment où nos clients deviennent des ambassadeurs à leur niveau, notamment grâce aux réseaux sociaux, c'est aussi une bonne démonstration que ils ont plutôt vécu des bonnes émotions, ils ont vécu une bonne expérience, et suivre le nombre de hashtags de notre marque ou de notre boutique, c'est aussi un moyen de pouvoir quantifier les retours positifs de la visite. Tout à fait. Alors ça on l'a un peu évoqué, mais Renaud nous dit, si l'humain est l'asset essentiel du retail, pourquoi finalement utiliser le smartphone comme levier essentiel? Alors pour deux raisons. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a son smartphone dans la main. Donc ça, on va pas pouvoir enlever le smartphone dans les mains des clients. Et aujourd'hui, beaucoup de gens en boutique prennent leur téléphone et vont aller voir le site du concurrent pour regarder si c'est plus cher, si c'est mieux fait, etc. Donc de toute façon, on est dans une nouvelle génération, et surtout avec cette Gen Z qui arrive, ils sont nés avec un téléphone dans les mains. Donc, de toute façon, ils le garderont. Et puis surtout, parce que même si l'humain est l'asset principal du retail, c'est pas des encyclopédies, nos vendeurs. Et trop souvent, on attend d'eux de connaître toutes les informations techniques, etc. Ce qui fait que s'ils sont concentrés à retenir toutes ces informations, ils peuvent pas se concentrer sur la relation émotionnelle. Et nous, on pense que le vendeur, il doit se concentrer sur la relation émotionnelle. Et si on augmente nos vendeurs avec soit une application collaborateur qui va leur permettre d'avoir accès à ces informations, ou même que le client va pouvoir, lui, parfois avoir des accès à des informations un peu plus précises, du coup, notre vendeur, lui, il est là pour s'occuper du client, avoir une expérience du service beaucoup plus poussée, ses attentions, ses rituels. Et du coup, on replace l'humain dans son rôle qui est d'avoir une humanité pendant la visite et pas seulement une relation marchande. Et du coup, le client, lui, est rassuré parce qu'il a eu d'autres sources d'informations. Et parfois, c'est vrai qu'on peut être amené à douter de l'objectivité du vendeur parce qu'il est incentivé sur tel ou tel produit. Le fait qu'on puisse avoir en parallèle de ça, et bien évidemment, le smartphone ne remplace pas l'humain, quoique parfois, il y a des gens qui n'ont pas envie de parler aux vendeurs et il faut leur laisser cette possibilité de pouvoir découvrir par eux-mêmes. Donc voilà, donc on pense que c'est finalement un écosystème dans lequel le vendeur va pouvoir se recentrer sur la relation émotionnelle. Super. Moi, je te propose qu'on partage quelques exemples aussi. Ouais. C'est dans la suite des slides, si je me trompe pas. Bon, voilà, Alors ça, c'est sur la méthode. Bien évidemment, la première étape, on programme l'expérience. Donc c'est ce que je disais, on fait des audits retail, on définit les personas de manière à vraiment comprendre quels sont les clients de la marque. Et puis ensuite, sur chacun des personas de la marque, on voit sur nos 5 piliers d'expérience quel est le niveau d'engagement de chacun de nos personas, ce qui permet de pouvoir piloter cette expérience avec la marque, puisque si la marque nous dit moi effectivement cette jeune femme Chanice c'est le client que demain je vais aller séduire, on va regarder sur quel pilier d'expérience Chanice elle est très engagée et donc développer des dispositifs qui sont concentrés sur les piliers en question. Après, donc, il y a un travail sur la construction des parcours et sur chaque étape du parcours, on va identifier quelles sont les actions, quel est le niveau d'information que l'on veut faire, on veut délivrer à notre client et surtout comment le vendeur ou la vendeuse va pouvoir venir enrichir chaque étape du parcours. Là-dessus, on est vraiment dans une mécanique qui est très proche de ce que nous, on recommande en Acquisition Strategy Design. Alors, c'est naturellement fait dans les magasins et c'est vrai que le parcours d'achat, le parcours client, c'est quelque chose sur lequel
dans les magasins, tout le monde travaille. Nous, on essaye d'intégrer cette vision parcours à l'ensemble du parcours d'achat qui remonte plus loin, en fait, et qui remonte au début de l'émergence de la problématique. Donc, il y a tout le parcours qui mène à la décision d'investir, à la décision d'achat. Et puis, après, il y a le parcours de comparaison, de balade dans la rue pour voir les différentes boutiques avant d'arriver dans le point de vente. Et c'est ça qu'on essaye de modéliser de façon complète. Et pour moi, la grande idée, qui n'est pas une grande idée parce que c'est une forme de bon sens, mais la grande idée de l'acquisition strategy design, c'est de faire ce travail que tu fais en magasin sur l'ensemble du parcours d'achat. Et donc se dire, mon client, mon futur acheteur, c'est quoi toutes les étapes qu'il doit franchir et comment j'arrive à le faire progresser à chacune des étapes, qu'est-ce que je lui fais vivre comme expérience à chacune des étapes, y compris des étapes où il est encore en train de tâtonner, il ne m'a pas encore trouvé et je peux peut-être faire du référencement naturel sur des mots-clés de longue traîne, ou décider que sur les étapes du début, je le laisse faire tout seul parce que j'ai pas les moyens d'aller le chercher aussi loin et que je vais commencer à le prendre par la main un peu plus tard, etc. C'est vraiment tout ça, la méthodo Acquisition Strategy Design. Et au final, elle est très inspirée de ce qui est fait depuis longtemps, plus dans le retail. Je te laisse avancer. Entre-temps, il y a plusieurs questions. Oula. Gilles qui nous pose une question sur Leroy Merlin, avec les énormes hangars à produits et le fait qu'on trouve pas beaucoup de vendeurs et pourtant c'est une enseigne qui progresse et qui écrase la concurrence. On a aussi une remarque de Marc de nouveau chez Sephora. Les vendeuses se réunissent parfois sous forme de chorale pour créer la surprise et l'entrée dans la boutique. Chose que le digital ne peut pas faire. Et waouh, ça continue. L'enjeu du retail aujourd'hui ne serait plus donc la vente, mais de convertir le client en ambassadeur de marque. Question d'Eric. Et un vendeur qui ne connaît pas le produit décrédibilise la marque, surtout pour des produits techniques ou électroniques. Oui, alors bon, beaucoup de questions. Je te laisse le sérialiser. Alors, pour répondre à Eric, oui, moi je crois que aujourd'hui et demain, l'enjeu du retail ne sera plus alors, je ne veux pas dire plus du tout de vendre, mais en tout cas, ça ne sera clairement plus sa seule fonction et unique fonction parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus besoin de me déplacer en magasin pour acheter. Donc, en fait, si je me limite à cette activité transactionnelle, c'est clair que mes magasins, je vais les fermer très rapidement. Donc, il faut en profiter pour créer de cette visite magasin un moment marquant, mémorable, où la marque va pouvoir, c'est ce que je disais, faire la preuve de ses engagements, de son expertise. Quand je parlais, j'ai pas beaucoup développé le point, mais l'expérience de la preuve, c'est aussi de montrer en quoi l'expertise de la marque fait que ce produit est unique. Aujourd'hui, quand vous faites du Made in France à un certain prix, si vous n'expliquez pas au client pourquoi ça coûte ce prix-là et pourquoi il est 5 fois plus cher que chez H&M, il va trouver ça juste cher. L'expérience de la preuve, c'est aussi pour avoir une sensibilité au prix derrière, quand vous avez plutôt un positionnement premium qui est plus faible, puisque le client va comprendre pourquoi ça vaut ce prix-là, et donc du coup, il est davantage prêt à dépenser cette somme parce qu'il a compris que ça n'était pas juste de l'argent dépensé inutilement. Et donc oui, clairement, les magasins demain vont permettre de transformer des visiteurs en ambassadeurs ou des clients en ambassadeurs et derrière infuser les autres canaux de distribution. Leroy Merlin est un bon exemple parce que en fait Leroy Merlin, ils ont, au-delà de vendre du produit, des outils, etc., ils sont devenus un peu en quelque sorte curateurs. Ils créent beaucoup d'ateliers, beaucoup de tutos. L'idée était de justement transmettre cette expertise du bricolage où on va vous former, on va vous accompagner et il y a toute une offre de services chez Leroy Merlin qui vous permet d'avoir du sur-mesure, de l'installation chez vous, de la livraison, de la formation. Et c'est tout ça aussi qu'on vient chercher quand on vient chez Leroy Merlin. C'est au-delà d'un produit, c'est une expertise, un accompagnement. Et c'est ce qui fait que on va choisir une enseigne plutôt qu'une autre à produit égal parce que derrière, il y a tout l'accompagnement grâce au savoir-faire de cette marque. Alors, c'est enfin pour être rentré dans un Leroy Merlin lundi, donc c'est assez proche. Je suis d'accord avec Gilles qui dit qu'il y a quasiment pas de vendeurs, donc tu attends beaucoup pour avoir un conseil de vendeur. Donc tu veux dire que tous les services qui sont très présents en digital, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de tutos, énormément de contenu, que le Leroy Merlin était précurseur en content marketing aussi depuis de nombreuses années, etc., que toute cette dimension-là vient compenser l'absence d'humanité en magasin?
Alors après je connais pas la politique RH de Leroy Merlin, mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui quand vous et je fais pas mal de travaux et de bricolage, donc je fais beaucoup de recherches sur Internet et souvent je suis redirigé vers du contenu Leroy Merlin. Ah non, mais là-dessus ils sont très bons. Voilà, donc du coup c'est vrai que ça vous rassure. Et donc derrière quand il faut choisir l'enseigne pour aller faire vos courses, même s'il n'y a pas beaucoup de vendeurs, même s'il y a beaucoup de monde aux caisses, etc. Vous êtes rassuré par cette marque-là parce qu'elle vous a délivré du contenu qui vous a permis d'apprendre des choses. Et donc derrière, même si l'expérience au magasin peut être améliorée, bah, malgré tout, vous avez cet attachement à la marque. Donc moi, je crois beaucoup à ça aussi, c'est au partage de l'expertise de la marque qui renforce. Et donc vraiment dans ce rapport, encore une fois, entre le digital et le physique. Complètement. Étape 3, conception, voilà, après ça c'est la création, comment on développe sur différents formats, du pop-up et du magasin. Tu veux nous parler de quel projet Clarins? Oui, on peut parler de Clarins. Donc ça c'est donc Clarins, donc c'est une marque de soins. Bon, vous devez connaître, reconnue pour des produits iconiques. Le challenge pour Clarins, c'est d'aller séduire une clientèle plus jeune parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est une marque très recherchée par les femmes de, voilà, on va dire matures, mais comment on va séduire la génération millennials et la Gen Z. Donc le sujet, c'est de proposer une expérience client nouvelle pour le lancement de Total Eye Lift, et d'ailleurs le lancement est en ce moment en France. Donc là, c'est le lancement monde, et c'est de se dire comment on propose une expérience nouvelle en boutique sans refaire complètement la boutique à chaque fois qu'il y a un nouveau lancement, mais comment on va venir plugger des modules d'expérience à l'intérieur du réseau existant. Donc on a travaillé 3 parcours puisque c'était un lancement monde, donc un persona français, américain et chinois, et donc avec des âges très différents et donc des recherches très différentes. Le persona chinois, Chinil, à 20 ans, elle est clairement dans de la prévention parce que en Asie, le soin commence très très tôt, donc on est davantage dans la prévention, mais en même temps besoin d'être assuré sur le côté non agressif des produits, alors que Francesca, qui elle a plus de 50 ans, va être dans de la réparation. Donc c'est comment on répond à des attentes très différentes avec des briques d'expérience qui vont être modulables. Donc voilà, donc ça c'est ce que je vous disais, on travaille ensuite les différents parcours. Donc on a développé un concept autour de 60 seconds to open your eyes, 60 secondes pour ouvrir vos yeux. Donc on a fait, voilà, donc on a fait la version en intégration boutique avec tout le dispositif. Moi, j'ai décidé de partager avec vous la version pop-up parce que ça va vous permettre de voir un peu plus précisément de quoi il s'agit. Donc voilà. Donc là, on rentre dans le pop-up. Je vais vous expliquer quel est donc le parcours d'expérience qu'on a proposé. On a travaillé 5 étapes. De la vitrine, en passant par l'élément iconique qui va être le cœur de la découverte, la table d'animation, le lieu de la preuve, le comptoir caisse où il va y avoir du service, et la fameuse raison de revenir. Quelle raison de revenir je donne à mon client pour rester en contact avec lui. Donc tout commence par la vitrine, on travaille des scénographies qui créent de l'impact, avec des call to action qui donnent envie de s'arrêter, de découvrir, et on installe un langage design qui est une allégorie de cette fibre de l'épiderme qui se tend et qui ouvre le regard, puisque c'est un produit pour ouvrir le contour de l'œil. Donc voilà, donc c'est ce que je viens de dire, on immerge, on rentre dans ce pop-up et on a ce qu'on a appelé ce labyrinthe de ruban. Ce labyrinthe de ruban, c'est l'endroit où on va être immergé dans l'univers du produit Total Eye Lift et où la conseillère va me proposer de rentrer dans ce labyrinthe, et tu peux passer, voilà, va me proposer de rentrer dans ce labyrinthe et d'aller décrocher une des capsules qui sont suspendues, et chaque capsule a un bénéfice différent, c'est-à-dire qu'en fonction de ma recherche qui est très personnelle, je vais aller décrocher la capsule qui me parle, par exemple être rayonnante, et je vais pouvoir découvrir à l'intérieur en quoi Total Eye Lift me donne la possibilité d'être rayonnante. J'ai un petit bout de ruban rouge qui m'est offert et qui deviendra bracelet, vous le verrez derrière. Donc là, on a cette première étape de l'immersion avec, vous le voyez à gauche, des formats qui sont adaptés plutôt aux boutiques dans les shopping malls en Asie, et des formats différents parce que l'idée, c'est de pouvoir proposer des dispositifs de tailles différentes mais qui ritualisent le même principe d'expérience. Une fois qu'on a eu cette étape d'immersion et qu'on a découvert, on passe à la table d'animation, et là, en fait, on est vraiment dans l'expérience de la preuve. En quoi ce produit va me apporter tel ou tel bénéfice, et surtout comment. Et donc là, en fait, on garde ce principe de fil tendu, et en fait, l'œil se transforme en loupe, et donc la cliente va pouvoir faire glisser cette loupe sur le principe actif accompagné de la conseillère de vente
qui correspond au bénéfice qu'elle a retenu plus tôt, et donc de comprendre en quoi ce principe actif-là lui permet d'obtenir le bénéfice précédent. Et donc là, je comprends en quoi l'expertise Clarins de recherche notamment, et puis d'ingrédients naturels, me permet d'avoir un produit plus efficace, ou en tout cas, qui va m'apporter le bénéfice que je recherche. Voilà. Donc ça, c'est bon, en expliquant la petite loupe qui passe. Et puis, j'ai fait ma consultation, je me rends au comptoir pour régler. Et donc, à ce niveau-là, on a donc développé un mur avec les rubans qui ont été offerts, mais surtout des charms. Et vous verrez en quoi ça devient un gift pour remercier la cliente qui s'est déplacée. Donc, voilà. Donc en fait, on a donc développé un packaging particulier dans lequel on a une routine sous forme d'échantillon qui est proposée pour aller faire découvrir d'autres produits de la gamme Clarins. Et puis, on propose de mettre des charms sur ce ruban qui est un claim correspondant au bénéfice et que la cliente va pouvoir prendre comme un bracelet et qui devient presque un motto pour elle, une revendication qu'elle s'approprie et qu'elle porte. C'est aussi, je crois, un point essentiel aujourd'hui de l'expérience client, c'est comment on remercie les gens qui se sont déplacés. Parce que aujourd'hui, il y a tellement de freins à se déplacer en boutique que les gens qui viennent voir les marques en boutique, il faut pouvoir les remercier de ça. Et donc, ça peut être des attentions sous forme de cadeaux, mais aussi des services privilégiés pour ceux qui sont venus en boutique. Super. Voilà. Et dernière étape, la raison de revenir. En fait, on a proposé des sessions de yoga des yeux en expliquant aux clientes que donc elles s'inscrivent sur un programme, elles peuvent revenir accompagnées d'une amie. Et en fait, on leur explique que si elles veulent augmenter les bénéfices du produit, eh ben, elles peuvent tous les jours faire 5 minutes de yoga des yeux chez elles. Et donc, un coach va les former à ça. Et donc, elles auront des effets encore plus importants sur leur regard. Voilà. Super. Et donc ensuite, sur ces différents touchpoints, la slide suivante, on essaye d'identifier quel pilier de l'expérience on a activé à chaque étape. Et juste après, comment nos personas sont engagés sur ces différents éléments du parcours. On a une question de Virginie sur le coût d'un tel projet pour Clarins. Alors en fait, malheureusement pour Clarins, je peux pas vous répondre parce que tout ça après c'est envoyé aux différents marchés et c'est les marchés qui implémentent eux-mêmes les dispositifs. Donc tout va dépendre et c'est pour ça que on est passé très rapidement, mais on a développé un dispositif qui soit modulable dans les tailles. Donc on avait une version XL, une version L et une version S pour justement correspondre à des budgets différents en fonction des marchés et aussi parfois des contraintes d'espace, de place. Donc l'idée dans les dispositifs qu'on développe, c'est d'avoir cette contrainte budgétaire, en tout cas cette modularité, et de l'intégrer au maximum dans la conception des éléments. On attaque rapidement le slip français, le temps avance, mais ça peut être sympa d'avoir aussi cette expérience. Alors le slip français, bon, vous la connaissez certainement, c'est une marque de slip, mais c'est pas que ça, c'est surtout une digital native vertical brand. Et là, le projet, c'est repenser le concept retail pour accompagner le développement de la marque, avec notamment un challenge. C'est, je pense que tu peux avancer, c'est comment incarner les engagements de la marque en retail. Parce que aujourd'hui, enfin, et quand on a fait l'audit retail, on a entendu des gens pousser la porte de la boutique en disant mais est-ce que c'est vraiment fait en France? Et pourtant, la marque s'appelle le slip français, ce qui veut bien dire que les engagements ne sont pas évidents pour tous les clients. Donc, on a fait un audit, on a défini 5 personas, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes en fait qui poussaient la porte de la boutique parce que elles sont prescriptrices et surtout elles font beaucoup de cadeaux. Et donc on a développé un concept de boutique, 2 quartiers qui clament haut et fort l'esprit français. C'est un lieu où les femmes et les hommes viennent chercher leurs slips et des vêtements, mais qui sont faits par des vrais gens avec passion et éthique. Et ça nous semblait important de pouvoir créer un lieu de convivialité où on comprenait que c'était des vrais gens en France qui fabriquaient tout ça. Donc le concept, c'est le Slip Bar, un lieu où on va pouvoir justement venir à la rencontre des gens de la marque et surtout venir à la rencontre des engagements de la marque. Donc voilà, l'idée a été aussi de retravailler les codes de la marque. Aujourd'hui, on est très cocarde, c'est très nationaliste et c'est vrai que ça peut avoir un côté négatif. Donc, on a gardé le bleu, blanc, rouge, mais on a essayé de stretcher ces codes-là en les rendant peut-être moins caricaturaux et surtout en replaçant au cœur du dispositif cette carte de France où on vient épingler tous les lieux de production pour que ce soit évident pour tout le monde que le slip français ne fait que de la fabrication française. Et autour de ça, on a une ligne qu'on a appelée la ligne du slip, sur laquelle on a disposé les slips, et au-dessus, on a repris un langage affichiste, où on a à la fois des campagnes de communication, mais aussi
des engagements et des clés de lecture de l'offre pour nous aider à choisir. Donc voilà, on a travaillé comme Clarence différentes étapes et ça a commencé notamment avec la façade, avec le slip service, parce que on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient faire du réassort et surtout qui n'avaient pas envie de refaire tout le parcours quand on connaît son modèle, sa taille et la couleur. Donc déjà, mettez votre manifesto dès la vitrine si vous n'avez pas les moyens de faire du visual merchandising de manière professionnelle et régulière. Et puis surtout, avec cet imposte qu'on a mis à droite, c'est la possibilité d'avoir des parcours qu'on a qualifiés d'express, où on ne se mélange pas au reste des personnes en boutique et où je vais pouvoir faire un SAV, un click and collect, un réassort et donc avoir une expérience condensée du slip, mais avec cet échange sur le slip service. Voilà, avec des outils. On va peut-être passer assez vite là, tu nous as donné un peu la perspective. Donc ça, on en a parlé, les engagements de la marque, et puis on peut aller peut-être directement, voilà, comment on retransmet ces engagements avec des fourreaux qui vont permettre de pouvoir recomposer toutes les étapes et le parcours de production, parce que s'il y a beaucoup d'achats gifting, et c'est ce que l'audit nous a permis de comprendre, même si je l'ai compris pendant ma visite, quels étaient les engagements de la marque, celui à qui j'offre le cadeau, il faut qu'il puisse comprendre aussi ça pour qu'il devienne à son tour un client. Donc voilà, c'est des outils aussi comme ça qui nous permettent de transmettre les engagements. Et puis peut-être dernier, voilà, sur encore cet outil-là, on a développé la roue du slip parce que, alors choisir un sous-vêtement pour soi c'est compliqué, mais alors choisir un sous-vêtement pour offrir à quelqu'un, ça l'est d'autant plus. Donc on s'est dit que si le slip français était le roi du slip, il fallait à tout prix qu'il ait un outil qui permette aux clients de choisir. Donc là, on leur a proposé par exemple 4 morphologies. La personne à laquelle vous voulez offrir, ou vous êtes plutôt un V, un O, un H, vous tournez la roue du slip et vous voyez quels sont les modèles slip, caleçon, boxer, qui correspondent plus ou moins au profil, ou en tout cas à la morphologie qu'est la vôtre ou de votre, de la personne à laquelle vous offrez le slip. Donc c'est aussi ça, l'expérience de la preuve, c'est pouvoir aussi faire la preuve de son savoir-faire et de son expertise dans la capacité à choisir le produit, à être rassuré sur le fait qu'on fait le bon choix. Et c'est aussi un outil pour les vendeurs de discussion et de démarrage finalement de ce rituel de vente pour qu'on ait des choses physiques et tangibles sur lesquelles interagir. Bon, moi j'ai toujours rêvé d'être un V, mais j'ai jamais réussi. Voilà, on va arrêter les slides, on va reprendre la vue tous les deux. Merci beaucoup Rémi, c'était passionnant. Des retours de Virginie de Projet Canon, bravo, de Karine, super réussi. Si vous avez quelques dernières questions, profitez de mon introduction du webinaire de la semaine prochaine pour, je vais rapprocher l'image, pour les poser et qu'on puisse y répondre. Entre-temps, la semaine prochaine, c'est un webinaire un peu pas comme les autres, dans la mesure où on n'a pas d'invité extérieur. La semaine prochaine, je vais être avec Julia Drupt, avec Christophe Kuhner, avec Virginie Vivier, donc tout ça, 3 personnes de l'agence, pour vous présenter notre nouveau positionnement et puis nos nouvelles offres, parce que notre ambition autour de l'acquisition strategy design, c'est d'être une agence, mais aussi d'être un cabinet de conseil, de faire de la formation, de faire du recrutement. Donc, on vous raconte tout ça la semaine prochaine. On vous montre la cohérence de ce projet d'ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Rémi. C'était passionnant. Merci. Ça nous a parlé de parler de retail, ce qu'on fait pas assez souvent, et il y a effectivement énormément d'intérêt. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment super. Merci à tous d'avoir participé. Il y a eu une vraie participation du chat, plus que d'habitude, donc j'en suis vraiment ravi. Merci à toi et à tous. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. À très vite, Rémi.